Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e cours de philosophie générale consacré à la notion de vérité. Et aujourd'hui, on va explorer une voie de réflexion offerte par la philosophie des sciences du XXe siècle. Même si j'ai mis le nom de Popper dans le titre de ma vidéo, ça ne sera pas le seul philosophe que je vais aborder ici. La réflexion que je propose va s'articuler autour de 3 grands auteurs relatifs à la philosophie des sciences. Tout d'abord, une petite précision pour montrer dans quel prolongement cette vidéo s'inscrit. J'ai étudié avec vous dans mes 2 précédentes vidéos 2 points essentiels. Le premier avec Kant, le second avec Pascal. On a vu avec Kant que toute vérité était relative a priori à un cadre spatio-temporel dans lequel nous procédons à des expérimentations. La physique progresse donc grâce à la vérifiabilité de ces théories, ce qui n'est pas le cas de la métaphysique, on l'a vu aussi, qui part d'idées inconnaissables, Dieu ou le libre arbitre par exemple, qui sont dans le meilleur des cas seulement probables. Après avoir séparé le champ de la connaissance de celui de la croyance, on a bien vu avec Pascal que la science progressait par le biais d'expériences décisives destinées à déterminer laquelle de 2 théories scientifiques admises dans la communauté est finalement la bonne. On en est donc resté sur une idée fondamentale, c'est que la science expérimentale ne peut qu'espérer progresser en ayant une attitude critique à l'égard d'un savoir qu'elle pourrait avoir tendance à penser immuable ou bien établi. C'était le sens de la critique que faisait Pascal à propos des disciples d'Aristote qui pensaient faire honneur à leur maître en se refusant de remettre en question certaines de ses erreurs. À ce stade de notre réflexion, si on fait le point, on peut donc dire que la vérité n'est pas un absolu ou quelque chose qui serait de l'ordre de l'idéal, elle est toujours relative à un cadre et elle se constitue par le biais de l'expérience. On ne peut donc pas situer la vérité comme étant la simple adéquation de la pensée à son objet, car tout dépend en fait de l'objet que l'on prétend décrire. En effet, si je prétends connaître Dieu par le biais d'une intuition mystique ou sous l'angle de la vérité révélée, je n'ai pas l'attitude d'un scientifique ni d'un philosophe. De la même façon, si je prétends que ce qui existe n'est pas, en tant que vérité, n'est pas de ce monde, comme Platon, que ce qui existe de manière substantielle est intelligible, et si j'argumente ce point de façon logique, il n'en demeure pas moins que la logique d'un raisonnement ne constitue pas une preuve. Dire le contraire, c'est faire preuve de dogmatisme, autrement dit, manquer du recul et de l'esprit critique qui permet d'atteindre le vrai. Et atteindre le vrai, on a vu justement que c'était indissociable du fait de fournir des preuves. La question que cela pose est donc à quel niveau se situe ce qui est objet de vérité. Avec Kant, on a vu que le champ de la vérité était circonscrit au domaine de l'observable, mais comment savoir ce qui, en termes de théorie vérifiable par la suite, permet d'atteindre potentiellement le vrai? En effet, même si la science progresse par théorie puis expérimentation, servant à valider ou réfuter la dite théorie, quels sont les critères qui permettent de sélectionner la théorie qui aurait la valeur scientifique la plus élevée? De même, qu'est-ce qu'une valeur scientifique à propos d'une théorie? Là, vous voyez, on entre dans un nouveau champ de réflexion très spécifique qui est le propre de la philosophie des sciences, puisque la philosophie des sciences, je l'avais expliqué dans ma vidéo d'intro à la philosophie, c'est le domaine qui va avoir de la philosophie qui va avoir une réflexion très générale sur les sciences et sur ce qui constitue une théorie proprement dite en sciences. Est-ce que le scientifique, c'est celui qui fait preuve d'esprit critique, par exemple, ou qui est prêt à remettre en question ses préjugés s'il veut espérer atteindre le vrai, au même titre qu'un philosophe en principe par ailleurs? Donc ce point a été en bonne partie abordé par un certain Thomas Kuhn dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques. C'est un classique si vous vous intéressez à la philo des sciences, où ce dernier démontre, en s'appuyant sur l'histoire des sciences, que la science ne progresse pas via une accumulation de connaissances qui s'imbriquent les unes dans les autres sans jamais finir par s'exclure mutuellement. Pour être plus précis, Thomas Kuhn
montre qu'une révolution scientifique, c'est à proprement parler une rupture. Une révolution étant par définition un bouleversement sans précédent, introduisant une rupture avec ce qui était admis précédemment. En science, une révolution entraîne un changement de paradigme. Pour Kuhn, un paradigme, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, un paradigme, c'est un ensemble de repères et de valeurs à travers lequel on appréhende la réalité qui nous entoure. Or, nous dit Kuhn, la science ne progresse réellement pas par une accumulation de savoir, mais par une discontinuité qui implique un changement brutal de paradigme. Par exemple, j'en ai déjà un peu parlé dans 2 autres vidéos, dont la première que j'ai consacrée à Kant et à sa critique de raison pure, mais le passage d'un système géocentrique à un système héliocentrique dans l'histoire de l'humanité, c'est le prototype même du changement de paradigme. Dès lors que Copernic a pu démontrer que la Terre était une sphère qui tournait autour du Soleil et qu'elle n'était pas au centre de l'univers, qu'elle était responsable de son propre mouvement et tournait autour de son propre axe, tout le paradigme qui constituait la manière de voir le monde pour l'humanité a été radicalement bouleversé. Puisqu'avant on pensait, vous le savez, que la Terre était au centre de l'univers et que c'était le Soleil qui tournait autour d'elle. Une découverte scientifique peut donc invalider une somme de connaissances, ou plutôt de croyances, qui passaient pour des faits établis, et on peut donc dire qu'il existe des théories scientifiques qui sont plus fécondes que d'autres, qui ont donc une plus grande valeur en termes de connaissances, en ce qu'elles ne cherchent pas à confirmer des bases scientifiques déjà préétablies depuis des lustres, mais au contraire accepte l'idée que tout ce que l'on pensait connaître jusqu'à présent était sujet à l'erreur. En ce sens, comme le dit Hegel dans sa préface de la phénoménologie de l'esprit, le faux serait un moment du vrai, car la vérité progresse par une série de ruptures et par différentes crises. Crise venant de krinein en grec, renvoyant au jugement, au fait d'examiner et de discerner différents éléments. Savoir que l'on est dans l'erreur est indispensable pour atteindre le vrai, parce que bon, si on est dans le faux, mais qu'on pense être dans le vrai, bah forcément on peut encore se tromper et on n'avance pas. Donc c'est indispensable, donc l'erreur est indispensable pour atteindre le vrai, puisque le vrai on peut pas l'atteindre du premier coup, ne serait-ce que parce qu'en sachant qu'on est dans l'erreur, on sait également pourquoi on l'a été. D'où le perfectionnement toujours progressif du savoir scientifique. Toutefois, cette attitude dite scientifique donne un cadre aux théories qui sont formulées par la suite. Il faut, on va le voir avec Popper, qu'elles acceptent de s'éloigner de ce que l'on croit connaître au point où en est la science à l'heure actuelle, mais il ne faut jamais qu'elles perdent pied avec la réalité et avec leur vérifiabilité. Si on ne peut pas vérifier la théorie n'est qu'une théorie métaphysique de plus et ne possède pas de valeur de vérité. Elle se cantonne dans le champ de la croyance. Cette manière de circonscrire le champ du savoir à l'étude des relations de cause à effet qui régissent mécaniquement l'apparition d'un phénomène, comme on l'a vu la fois précédente avec l'exemple de la découverte du vide chez Pascal, est un trait propre au positivisme établi au XIXe siècle par Auguste Comte, un auteur vraiment important et intéressant dont je parlerai à l'avenir dans une vidéo à part entière, car il le mérite, mais ici je vais seulement m'appuyer sur son héritage. Le positivisme, c'est l'extrême opposé d'une métaphysique qui situerait la vérité dans un au-delà de la nature, dans ce qui n'appartient pas au champ de l'observation. Duhem, philosophe des sciences et physicien important de la fin du XIXe siècle, début XXe, a publié la théorie physique en 1906 et rappelle en ce sens qu'une théorie physique ayant une valeur scientifique est descriptive et non pas explicative. Dans sa théorie physique, première partie chapitre 2, Duhem dit la chose suivante, je cite, « Une théorie physique n'est pas une explication. C'est un système de propositions mathématiques déduites d'un petit nombre de principes qui ont pour but de représenter aussi simplement, aussi complètement
et aussi exactement que possible un ensemble de lois expérimentales. Fin de citation. Cela signifie qu'une théorie n'est scientifique que si elle se borne à étudier les relations de cause à effet qui régissent les phénomènes que la physique étudie. Elle serait explicative si, comme le dirait Comte, eh bien, elle en serait restée au stade métaphysique, c'est-à-dire qu'elle essaierait de remonter à une cause première pour rendre compte du phénomène observé. Encore une fois, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, la science porte sur le comment, mais jamais sur le pourquoi. Ah, ça c'est très important, hein, parce que bon, les gens qui s'imaginent que la science va leur donner des réponses à tout, et en particulier au mystère de l'univers, il semblerait qu'ils se gourent, hein, à l'heure actuelle. Et à mon avis, c'est pas prêt de changer. Croire que la science a réponse à tout, c'est tout bonnement crétin, car en réalité, la science n'a même pas de réponse à proprement parler, ou pour le formuler un peu différemment, ces réponses consistent à rendre compte d'une chose à partir d'une économie de principes qu'elle systématise selon des lois universelles dérivant de l'expérience. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus clair. Les principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton, publiés au XVIIe siècle, qui permettent de rendre compte non pas du pourquoi du mouvement des corps, mais du comment le mouvement des corps fonctionne sur un plan strictement mécanique. Les trois lois du mouvement selon Newton, je vous les donne. C'est, pour résumer de façon aussi synthétique et simple que possible, la loi d'inertie, selon laquelle un corps possède une quantité de mouvement imprimée en lui et poursuivra toujours ce même mouvement de façon continue, tant qu'un autre corps n'interrompt pas ce mouvement. Si je lance une pierre, par exemple, son trajet sera interrompu par un autre corps, la tronche de la personne que je visais et à laquelle je voulais faire mal, ou le sol lui-même. Ce qui m'amène à la deuxième loi. La deuxième loi, c'est celle de la proportionnalité entre la quantité de force et la quantité de mouvement présente dans le corps en question. La vitesse de la pierre sera plus ou moins forte selon la force que je vais déployer au moment de lancer cette dernière et qui va donc s'appliquer à la pierre. Il y a donc une proportionnalité universellement observable et quantifiable entre la vitesse d'un objet et la force qui s'exerce sur lui. Enfin, la troisième loi est celle de la gravitation universelle, celle selon laquelle il existe une force de gravitation s'appliquant à l'entièreté des corps terrestres et responsable de leur chute vers le sol. C'est cette même force qui, dans la théorie newtonienne, est responsable du mouvement des astres également. Donc vous voyez, en quoi cet exemple permet d'illustrer ce que je disais précédemment avec Duhem. Newton n'a pas expliqué pourquoi la pomme tombe de l'arbre, par exemple, il a seulement expliqué comment se produit la chute de la pomme en vertu de lois universelles relatives à l'inertie et à la gravitation universelle. Pour le dire autrement, Newton n'a pas remplacé Dieu par la force de gravitation universelle. Elle est un principe descriptif et non pas explicatif, pour reprendre la terminologie conceptuelle de Duhem. De fait, ces exemples et ces références nous permettent de faire avancer notre réflexion philosophique à propos de la notion de vérité, car l'on constate que celle-ci ne repose que sur des théories, mais des théories qui ont une valeur plus ou moins scientifique. Donc si on effectue la synthèse entre Newton, Duhem et Kuhn, on en arrive à la conclusion selon laquelle une théorie n'a de valeur scientifique que si elle est descriptive et non pas explicative. En passant, le positivisme vient du fait de faire de ce qui est positif et de ce qui s'impose donc dans l'expérience, c'est-à-dire le fait même, la source de la seule vérité à laquelle on peut accéder. Donc une théorie est descriptive, et elle a une valeur scientifique que si elle tente de rendre compte d'un grand nombre de phénomènes à partir d'un petit nombre de principes, des principes qui vont avoir une valeur universelle, et si elle accepte d'instaurer une rupture avec ce qui était précédemment observable ou admis comme étant scientifiquement fondé. Bref, tout ceci nous amène donc à l'examen d'un texte tiré de l'ouvrage Conjecture et réfutation de Karl Popper. Il
fallait bien que je dégrossisse un peu tout ce qu'il y avait avant lui pour montrer ce que Popper va pouvoir apporter à cette tradition scientifique, en tout cas qui a un rapport avec la philosophie. Donc, dans ses conjectures et réfutations, Karl Popper définit très précisément ce qui fait la scientificité d'une théorie, et on constate qu'il effectue une forme de synthèse de ce que l'on vient de voir avec les auteurs que j'ai mentionnés, ainsi qu'avec Pascal précédemment. Popper énonce ici 8 critères permettant de se prononcer sur la scientificité d'une théorie, entendu ici au sens de théorie exacte, permettant le progrès scientifique et basé sur un certain esprit critique. Je vais vous les donner en citant Popper et on va les analyser ensemble au fur et à mesure. Premier critère, donc je cite, si ce sont des confirmations que l'on recherche, il n'est pas difficile de trouver pour la grande majorité des théories des confirmations ou des vérifications. Fin de citation, autrement dit, ce que veut dire Popper ici, mais on en a déjà parlé, c'est que toute théorie peut être facilement confirmée, tout dépend de ce que l'on va interpréter comme étant une preuve, justement. Autrement dit, même une preuve peut ne pas être un critère suffisant, puisque la recherche scientifique peut être minée par une volonté de trouver d'ores et déjà ce que l'on veut précisément chercher. Ce qui, en tout cas, on part avec une idée très précise de ce que l'on veut trouver, et puis on va essayer, vous voyez, d'arranger les preuves de façon à ce que ça nous donne raison, ce qui empêche toute neutralité dès le départ. Deuxième critère, je cite, il convient de tenir réellement compte de ces confirmations que si elles sont le résultat de prédictions qui assument un certain risque. Autrement dit, si, en l'absence de la théorie en question, nous aurions dû escompter un événement qui n'aurait pas été compatible avec celle-ci, un événement qui l'eût réfuté. Ce que veut dire Popper par là, c'est que si la théorie en question ne prend pas le risque de la réfutation et repose sur des prévisions qui sont commodes et ne prend pas le risque de la contradiction, elle ne vaut rien au niveau scientifique puisqu'elle n'est là que pour valider les certitudes du scientifique en question. Il faut des preuves, mais encore faut-il que le dispositif expérimental en question soit potentiellement apte à prouver que la théorie est peut-être fausse. Mais je vais y revenir. Troisième critère, toute bonne théorie scientifique consiste à proscrire, à interdire à certains faits de se produire. Sa valeur est proportionnelle à l'envergure de l'interdiction. Donc là encore, c'est un complément par rapport aux critères précédents. On constate dans ce texte une progression argumentative de Popper qui ajoute une condition à une condition initiale, toujours plus générale, toujours plus particulière par rapport aux conditions précédentes. En fait, Popper commence avec une condition extrêmement générale et à chaque fois il va nuancer cette condition en rajoutant des compléments qui vont la particulariser. En gros, une théorie est d'autant plus réussie d'un point de vue scientifique que celle-ci accepte de réduire l'éventail des faits qui peuvent ou non se produire à la suite de l'expérimentation. Là encore, c'est le risque qui compte. Au plus elle sera précise, au plus elle prendra le risque de sa réfutation en interdisant un maximum de faits amenés à se produire à la suite de l'expérimentation. Quatrième critère, une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. Pour les théories, l'irréfutabilité n'est pas, comme on le pense souvent, vertu, mais défaut. Là, c'est un point vraiment clé qui s'inscrit dans le prolongement de ce que l'on vient de voir, notamment avec Kuhn, dans la mesure où, comme je l'ai dit, une théorie scientifique n'a pas de valeur scientifique si elle est trop proche de ce que l'on peut penser et concevoir à partir du paradigme qui influence et fait naître en nous des préjugés à partir desquels on appréhende le réel. Je vais vous donner un autre exemple scientifique pour illustrer ce point. Au XVIIe siècle, on concevait le corps humain comme quelque chose de sacré et on ne savait pas réellement comment, puisque c'est Dieu qui nous a créé, qui a créé notre corps, et on ne savait pas réellement comment fonctionnait notre organisme en ce qui concerne le sang que celui-ci contient.
William Harvey, en poussant l'expérimentation un peu plus loin que d'habitude et en disséquant des corps, a fait la découverte de la circulation sanguine, et il l'a fait grâce à une théorie précédant l'expérimentation qui paraissait farfelue pour l'époque, mais qui s'est révélée féconde, à savoir le fait que notre sang circule sous notre peau à l'aide d'un système de canalisation par tout un ensemble de tuyaux. Vous voyez, il a imaginé qu'il y avait comme une espèce de tuyauterie sous la peau, que l'on allait nommer plus tard veine, capillaire ou artère notamment. Donc en passant, cela met en avant le rôle indispensable de l'imagination dans l'élaboration de nos connaissances, car l'imagination permet de mobiliser des images permettant de dépasser le simple cadre de l'observation pure et simple pour s'acheminer vers une vérité potentielle qu'il restera à découvrir via l'expérimentation. Je vais passer un peu plus rapidement sur les critères restants car l'essentiel a déjà été dit. Je vais directement expliquer ce que veut dire Popper. En gros, pour le cinquième critère, Popper redéfinit en conséquent l'expérimentation comme un test et plus précisément même comme une tentative qui doit avant tout chercher à réfuter la dite théorie. On va mesurer la valeur de la théorie au fait qu'elle ait pu être remise en question par un protocole expérimental plus ou moins risqué. Le tout, c'est que le protocole cherche principalement à réfuter la théorie. Comme ça, si elle résiste à la réfutation, c'est que c'est qu'on tient quelque chose d'important. Le sixième critère porte quant à lui sur ce que Popper nomme des preuves corroborantes, qui sont des vraies preuves, pour le dire simplement, c'est-à-dire des preuves résultant d'un protocole expérimental honnête qui n'est pas basé sur la volonté de prouver que la théorie est valide. Un protocole sérieux. En passant, ça permet de remettre en question ceux qui vantent les mérites de la science à tout bout de champ sur la base de pseudo-études scientifiques faites à la va-vite et destinées seulement à prouver que le scientifique a eu la bonne intuition dès le départ. Le septième critère, c'est de laisser tomber ce que Popper nomme un stratagème conventionnaliste, d'après ce qu'il dit, qui va ruiner la scientificité d'une théorie en tentant de la sauver via ce que l'on nomme une hypothèse ad hoc. L'hypothèse ad hoc, c'est une interprétation de l'invalidité de la théorie dans un certain cadre expérimental, destinée à prouver que la théorie est quand même bien valide. On va rajouter une exception pour que la théorie soit toujours acceptée, plutôt que de remettre en question la théorie elle-même. Par exemple, Pascal a bien prouvé l'existence du vide en faisant varier le degré d'altitude lorsqu'il se baladait au puits de Dôme avec sa colonne de mercure, mais l'hypothèse ad hoc des opposants à l'existence du vide aurait pu être que c'est le vent qui est rentré par les trous minuscules de la colonne de verre, et donc que ce n'est pas réellement du vide que Pascal a observé, ce qui aurait été quand même une grande preuve de mauvaise foi, puisque Pascal a prouvé, via la variation du degré d'altitude, que c'était bien la pression de l'air sur le tube lui-même qui avait un impact faisant apparaître le vide. Bref, il s'agit donc pour Popper de renoncer à des hypothèses destinées à sauver des théories qui ont été invalides à la suite d'une expérimentation, et accepter que celle-ci puisse être au moins en bonne partie fausse en cas de réfutation ultérieure. Enfin, ça nous amène au huitième critère qui est en fait la fameuse définition de Popper, celle de réfutabilité d'une théorie qui est une synthèse de tout ce que l'on a énoncé et analysé avec lui. Je cite, cette fois-ci, on pourrait résumer ces considérations ainsi. Le critère de la scientificité d'une théorie réside dans la possibilité de l'invalider, de la réfuter ou encore de la tester. Fin de citation. Selon Popper, il n'y a donc de scientificité que s'il y a remise en question possible, et donc esprit critique, que si la théorie possède une certaine fécondité, et donc prend la peine de s'éloigner de ce que l'on pense déjà savoir, que cela soit la théorie du système héliocentrique, ou celle de la circulation sanguine, qui à une époque pourtant n'allait pas du tout de soi, et accepte le risque de sa propre contradiction. Elle ne doit donc pas pouvoir être falsifiée dans ses résultats et dans son contenu. Une théorie dite scientifique n'est donc pas intouchable, elle doit pouvoir être remise en question,
tout en acceptant le risque d'être en rupture avec ce qui est communément admis et être sujet à une expérimentation capable de déterminer avec précision ce qui peut ou non la valider. Tout protocole expérimental devant se charger avant toute chose d'invalider la théorie et non de la valider. Autrement, on peut prendre peu de risques et s'assurer que ce que l'on observe nous donne raison. Voilà, donc on peut donc en déduire que la recherche de la vérité ne va pas sans un certain esprit critique, une remise en question perpétuelle de ce qui semblait communément admis à un moment donné. Elle va de pair avec une démarche de doute et d'examen continu, pouvant aller jusqu'à bouleverser nos a priori sur le monde, qui ne sont que le fruit de notre époque et d'un paradigme donné. Toutefois, il reste à se demander très sérieusement maintenant si la vérité n'a de sens que de façon théorique et si la vérité scientifique doit prévaloir dans notre vie de tous les jours. Pour le dire de façon très simple, comment faire lorsque l'on n'est ni scientifique, ni philosophe, et lorsque l'on dispose de peu de temps et de moyens pour chercher la vérité? Hein, on est tous un peu plus ou moins dans ce cas-là. Le doute et les protocoles expérimentaux donnent-ils une valeur supérieure au savoir scientifique et celui-ci est-il le seul à pouvoir posséder le qualificatif de vérité digne de ce nom? C'est ce que l'on étudiera la prochaine fois en revenant à un auteur que vous connaissez déjà sûrement assez bien et qui était également un scientifique éminent. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réflexions philosophiques autour de la notion de vérité. À très bientôt!